qu'il n'y aura pas d'oubli. C'est bien la preuve que Mohamed Bazoum est aujourd'hui devenu un symbole sur le plan universel du combat pour le droit, de la démocratie, de l'homme qui tient, de l'homme qui a tenu. Vous parliez du Burkina et du Mali. Si les deux présidents de ces pays ont été libérés, c'est peut-être parce qu'ils ont démissionné immédiatement. En réalité, lui ne l'a pas fait. Donc la différence est là. Mais encore une fois, depuis le 2 avril, la question de sa démission ne se pose plus. Donc c'est pour ça qu'il faut le libérer. Mais cette séquence du Parlement européen est intéressante parce qu'elle montre que faire le pari de l'oubli n'est pas un bon pari. On veut vous détruire, vous anéantir complètement en vous coupant des liens avec l'extérieur. Avec l'humanité. Exactement. C'est quand même une phrase qui restera dans les annales de la politique africaine. Qu'en avez-vous pensé de cette sortie? Alors pour moi, c'était une de plus, oui, une de plus, de la part d'un homme que je considère, excusez le terme, hein, mais je pense que c'est le bon mot, comme un vrai psychopathe, malheureusement. Tout de suite avec le Niger. Le 2 avril 2021, Mohamed Bazoum entamait son mandat présidentiel pour une durée de 5 ans. Un mandat écourté 2 ans plus tard par le coup d'État du 26 juillet 2023. Renversé et détenu en compagnie de son épouse, Mohamed Bazoum n'a jamais accepté de signer sa démission. Et le 2 avril dernier marquait la fin symbolique ou théorique de son quinquennat. Je me tourne vers vous, Geneviève Gossinjer, vous qui suivez cette actualité. Est-ce qu'on peut dire que cette date du 2 avril 2026 est devenue une étape symbolique dans l'histoire politique du Niger? En tout cas, on est rentré depuis le 2 avril 2006 dans une nouvelle séquence. Jusque-là, on pouvait imaginer que les autorités putschistes du Niger ne souhaitent pas libérer le président parce qu'il se serait éventuellement revendiqué comme chef d'État légitime, ce qui est d'ailleurs le fait qu'on ait passé cette date ne signifie pas que le putsch est légitime. Il y aura un pouvoir légitime au Niger le jour où il y aura de nouvelles élections au Niger. Mais de fait, néanmoins, cette date du 2 avril marque la fin légale du mandat de 5 ans du président Bazoum. Donc aujourd'hui, cet argument-là ne peut plus exister pour le maintenir en détention. Alors, c'est vrai qu'étant donné que Bazoum n'a jamais annoncé sa démission, il ne pouvait pas. Voilà, en tout cas, certains espéraient qu'à l'échéance justement du 2 avril 2026, que les auteurs du putsch de juillet 2023 posent un acte politique en le libérant. Ce ne fut pas le cas. Non, alors ça serait un acte politique et ça serait un acte humanitaire, puisque c'est un homme qui est retenu, au-delà de l'ancien président de la République. C'est un homme, un père de famille, un grand-père, c'est une famille qui est derrière, c'est énormément de choses, symboliquement, humainement, affectivement, rien ne le justifie. Il ne pouvait pas démissionner, Francis Mohamed Bazoum, il avait prêté serment d'assumer un mandat pour lequel il avait été élu par le peuple du Niger. Donc il ne pouvait pas démissionner, il n'allait pas le faire. C'était contraire à ses principes de base, c'est un homme d'honneur, donc il n'a pas démissionné. Depuis le 2 avril, la question se pose en des termes différents. On est rentré dans une nouvelle séquence. Rien ne justifie aujourd'hui de le garder prisonnier en réalité. Et j'irai même plus loin, je dirais que de la part des autorités putschistes du Niger, ce geste pourrait être un élément peut-être de réconciliation, alors que la situation va extrêmement mal dans le pays, à tout point de vue, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. C'est un pays très isolé aussi sur le plan diplomatique. Donc c'est vrai que ce geste-là pourrait contribuer à une forme d'apaisement. Et très franchement, je ne m'explique pas pourquoi ils ne le font pas. Oui. Pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, ça rejoint le fait que... On s'est beaucoup interrogé sur les raisons, évidemment, de cette interminable détention. Beaucoup d'hypothèses ont été émises depuis 2 ans, bientôt 3 ans. Est-ce qu'il faut s'inquiéter davantage, justement, du sort de Mohamed Bazoum, d'autant que, voilà, c'est une détention sans procès. De toute façon, il n'y a pas de procès annoncé. Pas de raison. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, etc. Mais selon vous, je dirais, quels pourraient être les ressorts non visibles, en tout cas, de cette détention ?
Alors, peut-être l'inquiétude, peut-être, puisque la situation se détériore, peut-être l'inquiétude d'un retournement de l'opinion, le fait de le garder comme une espèce de bouclier. Mais en réalité, c'est contre-productif. Je pense que si c'est ça, c'est une mauvaise analyse de la part de ces geôliers. Le libérer ne peut aujourd'hui qu'apparaître que comme... De toute façon, ils ont pris le pouvoir. Le pouvoir, ils l'occupent, ils l'exercent à leur manière. À mes yeux, c'est un fiasco total, mais là, ce n'est pas le sujet. Il a été accusé de haute trahison, ce qui n'a jamais été étayé d'ailleurs. Il a été accusé de haute trahison, on ne sait pas sur quelle base, et puis c'est une accusation qui est très ancienne et depuis plus rien. C'est ça. Ses avocats ne l'ont pas vu, il n'y a pas eu l'amorce d'un procès, rien. En fait, il ne se passe rien. Il est là, c'est comme s'il avait été mis sous cloche, Mohamed Bazoum avec son épouse. Dans quelques mètres carrés, là où il erre toute la journée, ils errent tous les deux dans un huis clos absolument incroyable. Donc, sur un strict plan humain, personne, sur un plan humanitaire, ne peut trouver ça normal, en réalité, aujourd'hui. Donc, oui, évidemment, il faut le libérer. Il n'y a aucun argument logique à une détention prolongée. C'est en fait une comparaison avec d'autres pays qui ont connu des putschs depuis 2020. Je pense au Mali, au Burkina Faso, évidemment, avec le Niger, tous les trois forment l'Alliance des États du Sahel. Dans le cas du Mali, le président Ibeka avait été libéré, donc voilà. Dans le cas de Burkina Faso également, le président Kaboré avait été libéré. Voilà, il mène une vie, je ne dirais pas paisible, en tout cas, il mène une vie ordinaire depuis le coup d'État. Il n'y a que le Niger qui se distingue particulièrement avec la détention d'un chef d'État renversé. Et donc séquestré, on le dit beaucoup, dans une des dépendances du palais, et sans aucune parole en fait de la part des auteurs de ce coup d'État pour justifier régulièrement cette détention, comme si en fait ils misaient sur l'oubli. Oui, mais l'oubli n'aura pas lieu. C'est là aussi qu'ils se trompent, parce qu'en fait, ils se sont beaucoup insurgés contre la récente résolution du Parlement européen. On va en parler d'ailleurs. Vous pouvez en parler d'ailleurs, allez-y. Oui, donc qui a été rejeté d'ailleurs par le Niger et les deux pays associés de l'AES, le Mali et le Burkina Faso. Il n'y a rejeté ni accepté en réalité. C'était un geste humanitaire. C'est l'article 150 du règlement intérieur du Parlement européen qui autorise à adopter des résolutions d'urgence sur des cas humanitaires. Ça n'a rien de contraignant. C'est les citoyens de 27 pays d'Europe qui rappellent, à travers leurs représentants, un certain nombre de valeurs. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, il faut rappeler que c'était le 12 mars dernier. Le Parlement européen a donc adopté cette résolution qui condamne la détention arbitraire de Mohamed Bazoum et son épouse. Une résolution qui appelait à leur libération immédiate et inconditionnelle. Donc c'est le 12 mars dernier. C'est une séquence de plus, je dirais. C'est bien la preuve, par rapport à votre question antérieure, qu'il n'y aura pas d'oubli. C'est bien la preuve que Mohamed Bazoum est aujourd'hui devenu un symbole sur le plan universel du combat pour le droit, de la démocratie, de l'homme qui tient, de l'homme qui a tenu. Vous parliez du Burkina et du Mali. Si les deux présidents de ces pays ont été libérés, c'est peut-être parce qu'ils ont démissionné immédiatement. En réalité, lui ne l'a pas fait. Donc la différence est là. Mais encore une fois, depuis le 2 avril, la question de sa démission ne se pose plus. Donc c'est pour ça qu'il faut le libérer. Mais cette séquence du Parlement européen est intéressante parce qu'elle montre que faire le pari de l'oubli n'est pas un bon pari. Et il y aura toujours, partout dans le monde, tant qu'il sera détenu, des gens pour faire du lobbying, pour demander qu'on en parle. Parce que c'est juste inhumain, c'est juste inacceptable. Alors en décembre dernier, le collectif international pour la libération de Mohamed Bazoum avait adressé une lettre ouverte à des institutions internationales, l'ONU notamment, l'Union européenne entre autres, et à l'Union africaine également, puisqu'elle était concernée. Cette lettre appelait à une mobilisation internationale urgente en faveur de Mohamed Bazoum. Quelles ont été les suites de cette initiative ? Donc il y a eu cette résolution du Parlement européen. Elle n'est pas directement liée au collectif, mais j'imagine que le Parlement européen a eu connaissance de cette interpellation des différentes institutions multilatérales et que ça rentre peut-être dans ce cadre. Les exécutifs, les différents exécutifs que sont le Conseil, la Commission, l'Union africaine, représentants des États, pour l'instant n'ont pas eu de réaction officielle.
Mais l'Union africaine a appelé quand même aussi très officiellement, Oui. avec son nouveau président de la Commission, à la libération immédiate de Oui. Mohamed Bazoum, en dénonçant également une détention arbitraire. oui, et son ancien président aussi, M. João Lourenço, Absolument. a absolument... Son ancien président aussi. Oui. voilà, l'ancien président en exercice, le président Mohamed angolais. Faki. Oui, aussi, ça. aussi, absolument. Moussa Faki, donc en fait tous, enfin, il y a un certain nombre. C'est pour ça que je dis qu'il n'y aura pas d'oubli, en fait. Les différentes, et puis il y a des États aussi qui essaient de négocier. On entend parler de temps en temps de négociations, Oui. de médiation, médiation, d'États. oui. Je ne peux pas imaginer. On parle du Qatar notamment, qui était quand même intervenu dans ce dossier. On a parlé du Qatar, bon, qui a peut-être des préoccupations internes un peu différentes depuis. Oui, depuis. Voilà. Malheureusement, la situation géopolitique mondiale n'était peut-être pas très favorable Bien sûr. à cette médiation en ce moment précis. Mais il n'est pas oublié. Il ne faut pas croire qu'il l'est. Quelle est l'actualité de ce collectif pour la libération de Mohamed Bazoum après cette lettre ouverte? Est-ce qu'il y a d'autres actions qui ont été menées? Il y a d'autres actions qui sont prévues ou pas? Alors, vous avez entendu parler d'une action auprès de la fondation Mo Ibrahim pour qu'elle intervienne auprès de l'ancien président du Niger, dont on voit très peu la Mamadou mobilisation. Issoufou. Oui. On voit peu la mobilisation pour son successeur. On aimerait bien qu'elle s'exerce davantage. Il y a eu une pétition qui a recueilli des dizaines de milliers de signatures pour la libération du président. Pétition très intéressante parce qu'il y a des signatures éminentes, hein, d'anciens chefs d'État, d'anciens premiers ministres, d'anciens présidents d'institutions. Mais il y a également aussi beaucoup de signatures venues du peuple du Niger. Et ça me semble très, très intéressant également. Ça montre que quelque part, on brave sa propre peur. C'est très compliqué de signer ce type de pétition quand on habite un pays qui est une dictature militaire, où vous risquez de vous retrouver en prison du jour au lendemain. Donc le faire, ça témoigne de quelque chose. Je sais que sur les différentes boucles WhatsApp aussi, notamment dans les langues du Niger que moi je ne parle pas, mais néanmoins, on m'envoie beaucoup de témoignages où il y a un seul nom que je comprends, c'est Bazoum. Et ce nom, c'est le regret de quelque chose qui est disparu. C'est le regret d'un espoir qui était né le 2 avril 2021. Et vous avez vu aussi, alors ça dépasse le cas du Niger, mais vous avez vu la création récemment, l'annonce de la création, le 7, de l'Alliance des démocrates du Sahel, Oui. qui regroupe des personnalités de la société civile des 3 pays de l'AES. Donc, face à l'AES, l'ADS, C'est ça. qui Tout à fait. qui lancera un événement. Là, moi, je ne suis pas en relation particulière avec eux, mais je trouve que c'est philosophiquement aussi très important parce que c'est aussi le peuple qui réagit. Et personnellement, je pense que la libération de peuple ne vient que de ces peuples. Et nous avons noté que vous-même avez lancé un appel cette semaine, un appel aux participants de Global Progressive Mobilization. C'est une, Oui. alors, faut dire que voilà, c'est un espace qui permet aux réseaux, organisations et penseurs progressistes Tout les à plus influents de la planète d'aligner leur vision et d'amplifier leur impact. Voilà, je cite évidemment la présentation de cette organisation. Vous avez lancé un appel aux participants. Ils se en faveur retrouvent à de Mohamed Bazoum. Barcelone. C'est des gens qui se retrouvent à Barcelone, qui se présentent comme des progressistes, qui se présentent comme des démocrates. Parmi eux, un certain nombre de Qui seront à socialistes. Barcelone à partir du 7. Voilà, Enfin, pour le qui sont à partir week-end. du 17, oui, Oui, c'est ça. c'est ça. 17 Et avril. Un certain nombre de tables rondes, de réunions, de débats entre eux sur la démocratie et sur la marche du monde et la réaffirmation de valeurs de leur part, et notamment la démocratie. Beaucoup parmi eux sont également membres de l'Internationale socialiste. Donc ils ont croisé Mohamed Bazoum. Ils connaissent évidemment ses valeurs. Tout à fait. Ils sont là pour affirmer et débattre de valeurs. Ce sont celles de Mohamed Bazoum. Il serait absolument impensable qu'il ne parle pas de Mohamed Bazoum. Vous qui êtes très engagé en faveur de la libération de Mohamed Bazoum, est-ce que vous êtes plus inquiète aujourd'hui qu'il y a quelque temps ou pas? Je suis par naturel, parce que c'est mon caractère, optimiste et volontaire. Quand on est volontaire et optimiste, ça atténue l'inquiétude. Après, forcément, quand un homme est depuis presque 3 ans entre 4 murs, sans voir le jour extérieur, on est forcément inquiet sur son état psychologique, sur sa santé, sur la suite, quand il sera délivré, parce qu'il le sera un jour. Donc autant qu'il le soit le plus rapidement possible. Forcément, je suis inquiète. Mais Mais optimiste volontaire. et volontaire. Mais volontaire. Alfred?
Alors, d'abord, je dirais merci à Geneviève. Elle a très bien retracé le cadre, le contexte et sur la situation de Mohamed Bazoum et Hadiza Bazoum, incarcérés ou séquestrés depuis le putsch de 2023. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le putsch est illégal, et que tous les actes qui ont suivi après sont des actes illégaux. Le maintenir Mohamed Bazoum et puis Hadiza Bazoum en séquestration relève justement de cette infraction au droit et à la Constitution. Vous voulez dire que c'est une circonstance aggravante pour le putsch? Absolument, absolument. Et finalement, parce que le putschiste qui est à la tête, Abdourahmane Tiani, qui est à la tête du pays, est dans l'impasse, il n'a pas voulu, pendant ces 3 années, libérer Mohamed Bazoum, craignant justement qu'il y ait peut-être une réaction après sa libération qui aurait pu provoquer un contre-coup d'État par ailleurs. Et que donc, il fallait le maintenir en prison. Mais Geneviève a très bien rappelé, depuis le 2 avril, c'est terminé cette histoire-là. Maintenant, il y a des raisons humanitaires. Et si on entrait même dans l'anthropologie politique africaine, mais oui, il y a des cas où, effectivement, quand c'est comme ça, vous avez privé quelqu'un de sa liberté alors qu'il n'avait rien fait, qu'il n'a rien fait, le maintenir dans cet espace réduit avec son épouse, sans voir la lumière du jour, couper toutes les communications, c'est d'une violence absolue. Ça me rappelle un peu Cécile Kohler et Jacques Paris quand ils rappelaient leurs conditions d'incarcération en Iran et dans la prison d'Evin en particulier. Ça rappelle cela, c'est-à-dire on veut vous détruire, vous anéantir complètement en vous coupant des liens avec l'extérieur. Détruire votre humanité, disons. Exactement. Sauf que, ce qui est intéressant dans le cas de Mohamed et Hadiza Bazoum, c'est que ils ont résisté jusqu'au bout, ils continuent à résister justement. D'abord en refusant de démissionner et deuxièmement en tenant front justement. Et c'est ça qui pour moi fragilise Abdourahmane Tiani. C'est ça. Il y a quand même un contexte, Geneviève, dans le Sahel, bon évidemment, la situation géopolitique avec le calendrier, l'agenda, pardon, de l'Alliance des États du Sahel. Et parmi les derniers développements, c'est cet entretien du capitaine Ibrahim Traoré il y a quelques jours qui invitait ses concitoyens à oublier définitivement les vertus de la démocratie, ou plutôt les dangers de la démocratie, parce qu'il disait la démocratie tue. C'est extraordinaire. C'est lui qui tue. Voilà. C'est quand même une phrase qui restera dans les annales de la politique africaine. Qu'en avez-vous pensé de cette sortie? Alors pour moi, c'était une de plus, oui, une de plus, de la part d'un homme que je considère, excusez le terme, mais je pense que c'est le bon mot, comme un vrai psychopathe. Malheureusement, les Burkinabés ont un psychopathe à la tête de leur pays. Bon, j'espère qu'ils en seront le plus vite possible libérés. Je pense que c'était une réaction directe au rapport de Human Rights Watch, qui a été très très violent, qui lui a renvoyé dans la figure la réalité de cette prison à ciel ouvert qui est devenue le Burkina, où on massacre des gens sur des critères ethniques, où on envoie au front des septuagénaires, où toutes les libertés sont supprimées. Après les partis politiques aujourd'hui, c'est les ONG qui viennent d'être interdites. En fait, voilà. Donc évidemment, ça l'a rendu fou. D'où cette sortie face à des journalistes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une jeune journaliste soudanaise qui a profité de cette séquence qui lui était offerte d'interview avec le président, entre guillemets, du Burkina Faso, pour faire aussi du reportage, pour arriver à agréger un certain nombre de choses. Elle est rentrée, elle a mis en ligne un reportage absolument incroyable, où en fait, elle valide absolument le rapport de Human Rights Watch. Donc, finalement, cette séquence de communication s'est totalement retournée contre lui. Quant à ce qu'il dit sur la démocratie, c'est un pur scandale.
La démocratie, elle nous appartient à tous. La démocratie, chacun d'entre nous se l'approprie dans tous les pays du monde, à sa manière. Elle n'est pas pratiquée de la même manière en Inde qu'en Afrique du Sud ou qu'en France, mais c'est la démocratie. Et c'est ce qui garantit à chacun d'entre nous de pouvoir s'exprimer en liberté sans avoir peur. Alors, essentialiser l'homme noir parce qu'il est africain, mais pour moi c'est le comble du racisme en fait. C'est un racisme à sens inverse. Donc c'est moi personnellement qui suis une universaliste, qui crois en la démocratie comme vous, je sais, quand j'entends ce type de propos totalement hérétiques, ça me rend folle. Et ce qui me rend folle, c'est que certains le croient ou le suivent, prennent la démocratie comme un produit d'importation. Les activistes. Il y a eu des exemples de démocratie en Afrique bien avant la colonisation. Enfin, c'est absolument pas l'Europe qui a porté la démocratie à l'Afrique. Donc, il faut arrêter avec ça. Et la conférence nationale du Bénin, elle a eu lieu avant le discours de la Baule. Donc, tout ça, faut le rappeler. Il faut le rappeler, en fait, c'est de la pédagogie. Parce qu'il ne faut pas laisser passer ça. Ben, sur la détention, l'interminable détention de Mohamed Bazoum. Ouais, bon, je marque ma solidarité envers le président Bazoum et avec tous les amis de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui sont dans le collectif qui est très actif et qui a saisi la balle au rebond pour envoyer ce même courrier en direction de beaucoup de chancelleries accréditées à Dakar. Je pense que le général Tiani est tombé dans son propre piège. Parce qu'il s'attendait à une démission qui n'a pas eu lieu. Et il y a 2 ans de cela, l'immunité du président Bazoum a été levée et depuis lors, on n'en parle plus. Ça veut dire que son cas n'est plus évoqué en public pour reprendre votre expression. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est quelqu'un qui est empêché d'exercer ses prérogatives de président de la République. C'est un cas qui se pose avec la Constitution de 2010 qui régit le mandat du président Bazoum. Maintenant, les faits sont là. Oui. Ils sont bloqués. Il y a eu des tentatives de négociation ou bien de médiation avec le Togo, comme on l'a rappelé, le Qatar, le Maroc. Et même le clan Haftar était intervenu parce que bon, c'est une zone frontalière. Et ensuite, n'oublions pas que le président Bazoum est Touareg et d'une tribu très puissante, c'est la tribu des Ould Suleiman. Oui, c'est pas Touareg, hein, il est arabe de la tribu des Ould Suleiman. Oui, ok, arabe. Mais bon, c'est vrai que les Touaregs, beaucoup de Touaregs le soutiennent et il avait des ministres Touaregs, mais lui c'est un Ould Suleiman. C'est un Ould Suleiman, effectivement. Et donc le problème est à ce niveau. Je pense que de plus en plus, comme l'évoquent beaucoup de spécialistes ou bien d'observateurs, il est en otage pour servir de bouclier humain en quelque sorte au président Tiani. Parce que certains pensent que, ou bien la junte pense que quand ils vont le libérer, peut-être qu'il y aura des possibilités ou bien il y a des velléités pour renverser le pouvoir. Et on constate sur le plan intérieur, avec les difficultés sur le plan économique rencontré par les populations, les dernières manifestations organisées par la junte ont été un échec. Est-ce que ce n'est pas aussi sa parole simplement qui est redoutée, parce que sa parole... Oui, en plus, bon, voilà, son cursus politique, sa prestance, ses réseaux et ensuite son engagement. Et les dessous du putsch. Et les dessous du putsch également. C'était le putsch le plus énigmatique qu'on ait connu des 3 putschs. Et jusqu'à présent, de l'autre côté, celui qui l'a désigné comme son candidat, entre guillemets, pour lui succéder, il est aux abonnés absents. Peut-être des secrets de famille. Oui. Mais je voudrais juste ajouter une chose, et qui est assez curieuse, mais on n'en a pas beaucoup parlé, c'est le sort d'Amiba, qui se retrouvait transféré, livré comme un colis, justement, à prédécesseur au Burkina Faso du capitaine exactement, Traoré, qui était donc livré par le Togo. Exactement, et qui se retrouve dans la même situation que Mohamed Hadiza Bazoum. À la différence qu'il y en a un qui exactement. était et puis l'autre qui était élu. Tout à fait. Une grosse différence. Non, mais ce que je veux dire, c'est simplement le parallélisme s'arrête au niveau de... Ben voilà, il était parti, sorti du pays pour laisser le capitaine dirigeait le Burkina, mais il n'était pas tranquille. Il a voulu à tout prix qu'on le ramène pour qu'il le surveille
qu'il est à côté, à côté de lui. S'il ne fait que le surveiller. Oui, s'il ne fait que le surveiller, ça va bien. Je crains que malheureusement. Bon. D'ailleurs, je m'étonne. D'ailleurs, je suis assez. Oui, ouais, On va laisser la l'essentiel a parole été dit à Gratien. à Gratien qui va conclure, Gratien, sur ce thème. Oui, je pense que... Lourde responsabilité. Hein. Oui, comme il a terminé, justement comme son mandat est terminé, je pense, ce qui posait un problème pour le pouvoir, c'était de le libérer au moment où il était encore président. En principe, pour les gens qui font les coups d'État, ça dépend. Ceux qui sont renversés, si celui qui est renversé a fait un coup d'État, il n'y a rien à signer, parce qu'il n'a pas été élu. Mais quelqu'un qui a été élu, en principe, dans presque tous les pays où on fait un coup d'État, on lui fait signer un document comme quoi il n'est plus président. Mais quand il refuse de signer le document, c'est ces gens-là qui font le coup d'État, surtout quand ils ne veulent pas. Si par exemple le président du Niger voulait faire organiser les élections dans 12-18 mois par exemple, il n'y aurait pas eu de problème. Mais le problème c'est qu'il a voulu rester, il veut rester président presque à vie. Donc, sans élection. Sans élection, il veut quelqu'un qui, il veut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui lui fasse de l'ombre. Mais en réalité, moi, je pense qu'il va y avoir des négociations. Même s'il a terminé, je pense qu'il y a les négociations. Les négociations sont toujours possibles. Mais ils ont eu déjà des négociations. Oui, il y a des négociations. En tout cas, des médiations. En tout cas, il y en a eu des médiations. Il y a eu des médiations. Mais pour le moment, je pense que les bonnes négociations ou médiations sont des négociations secrètes. Exactement. Qui ne sont pas, on ne les connaît pas. Mais en réalité, on passe par des amis. Oui. Donc, moi, je pense que ça, c'est une histoire qui va être... Et vous savez de quoi vous parlez. C'est assez lourd pour le pouvoir en soi. Bon. Eh bien, espérons. Espérons. C'est une belle conclusion.